Bonjour, jeunes de cœur, les 29ers, et à tous ceux qui hésitent encore à franchir le pas. Êtes-vous prêts pour un autre voyage passionnant? Michel Legagneur est de retour pour discuter du développement d'Haïti à travers l'augmentation de sa capacité électrique. Ce sujet est essentiel pour le progrès du pays et Michel nous expliquera comment augmenter la production d'électricité peut améliorer la vie des citoyens et stimuler l'économie. Chers amis, cela s'aligne avec notre mission de restaurer Haïti en tant que perle des Antilles. Nos ancêtres ont lutté pour notre indépendance et nous avons le pouvoir de transformer Haïti en un pays prospère. En consacrant notre amour et nos efforts à cette noble cause, nous pouvons vraiment créer un avenir meilleur pour Haïti. Écoutons Michel, la parole est à toi. Merci Gigi, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à bord du Gigi Forever 29 Train. Comme l'a souligné Gigi, ce sujet est essentiel pour le progrès du pays. L'augmentation de la capacité électrique en Haïti doit être au cœur de tout développement durable du pays. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de partager mes réflexions avec vous tous. Le titre est « Stratégie pour le développement d'Haïti et l'augmentation de sa capacité électrique ». Les statistiques socio-économiques d'Haïti témoignent amplement des problèmes auxquels le pays est confronté. La majorité de ses habitants n'a pas d'accès au travail ou à des logements décents dotés d'eau potable et d'électricité, à des écoles et universités, à des hôpitaux ou facilités sanitaires, ce qui se traduit en une qualité de vie extrêmement pauvre et un taux d'analphabétisme, de morbidité et de mortalité qui est l'un des plus élevés du monde. Son agriculture, qui lui a valu jadis le titre de perle des Antilles, a périclité faute d'encadrement de la population rurale et de protection de l'espace cultivable ou de son environnement immédiat. En fait, les terres émiettées et dégradées de certaines de ces régions sont incapables de soutenir la vie. Paradoxe d'un pays agricole qui n'est pas à même de se nourrir et créer des emplois pour sa population plutôt jeune. Cette dernière, pour survivre, a de plus en plus recours à des méthodes expéditives. Ces activités industrielles sont, à toute fin pratique, mortes. Elle ne produit plus de sucre ou de ciment, entre autres. Son commerce est déficitaire. Elle exporte peu et importe presque tout. N'était-ce en fait la générosité des pays amis et les envois de fonds des Haïtiens vivant à l'étranger? Haïti ne pourrait pas se permettre certaines importations de pétrole et de gasoline. Alors que certains pays en développement, République dominicaine, Jamaïque, etc., investissent chaque année plus de 4% de leur PNB, produit national brut, dans la construction de nouvelles infrastructures électriques, routières, scolaires, touristiques et de communication, etc. Que l'Haïti demeure statique et assiste au délabrement ou à la destruction des siennes déjà insuffisantes. Quand on ajoute à tout cela les aspirations parfois conflictuelles des divers segments de la société haïtienne, il en résulte une situation explosive, capable de décourager les plus optimistes. En termes purement humains, cette situation n'est pas acceptable. Elle constitue à la fois une plaie qu'il faut cautériser et un défi à la conscience du monde et des Haïtiens surtout, qu'ils soient en Haïti, aux États-Unis, au Canada ou en France, etc. Ils doivent réaliser que le pays entier est à reconstruire et il leur incombe à tous la tâche d'aider à le faire. Les étapes devant déboucher sur cette reconstruction incluent a. Le rétablissement de l'autorité de l'État et la réhabilitation-modernisation des institutions du pays. Le climat politique haïtien, traditionnellement instable et malsain, a causé un véritable effondrement des institutions et instances judiciaires qui devraient constituer les armes opérationnelles d'un État haïtien fonctionnel. Cela a permis à une culture de laisser-faire, de corruption et surtout d'irresponsabilité de fructifier. Le rétablissement de l'autorité de l'État, une autorité austère qui conçoit la gestion de la chose publique comme un sacerdoce, la réhabilitation de toutes les institutions et la création d'autres appropriées aux temps actuels sont absolument essentiels à une gestion sérieuse et équitable
des maigres ressources d'Haïti et à la génération d'autres. Il faut, d'une façon ou d'une autre, changer profondément la mentalité, non seulement des cadres de la fonction publique, présidents, ministres, députés, sénateurs et autres employés de l'État, etc., mais encore de la grande société haïtienne. C'est un travail de longue haleine qui ne peut pas être accompli sans légiférer peut-être certains comportements. B. Une planification ou stratégie de développement axée sur la valorisation de tous les citoyens et de toutes les ressources du pays. L'accès au travail et à des logements décents pourvus d'eau potable et d'électricité, l'accès à une diète adéquate et à des soins médicaux, l'accès à l'éducation constituent les droits naturels de chaque Haïtien. Cependant, la rareté des ressources d'Haïti présente un obstacle majeur à un développement économique qui aurait permis à tous de jouir de ces droits. Cet obstacle serait relativement surmontable si les dirigeants haïtiens avaient une vision progressiste du bien-être collectif, ce qui les aurait forcés à planifier toujours pour qu'elle devienne réalité. Une planification cohérente, axée sur les besoins actuels et anticipés du pays et de ses habitants et qui maximiserait ses maigres ressources tout en minimisant les impacts écologiques. Une planification en vue du développement économique de toute la République. L'État haïtien, en sa qualité de garant du bien-être de tous les citoyens, doit créer ou stimuler la création d'infrastructures et les conditions qui permettront aux investisseurs nationaux et étrangers d'investir dans le pays et aux citoyens de poursuivre et d'atteindre ce bien-être. Un élément de cette stratégie de développement, l'électricité. Toutes les activités entreprises par l'homme dans le but d'améliorer sa condition ou son standard de vie ont toujours requis la consommation de ressources énergétiques. Sous l'appellation d'énergie et de ressources énergétiques, on classifie généralement des produits tels le bois de feu, le charbon de bois ou naturel, le gaz naturel, le soleil, le vent, le pétrole et ses dérivés, gasoline, huile, etc., l'eau, l'uranium, etc., partir desquels la chaleur, la vapeur d'eau et surtout l'électricité sont générées. L'électricité constitue un composant essentiel de tout processus ou stratégie de développement. En fait, l'intensité de la consommation électrique d'un pays est une mesure significative de ses activités économiques, commerciales et industrielles. Certains pays utilisent le pétrole et ou ses dérivés, mazout, diesel, etc., l'uranium pour satisfaire leurs demandes en électricité. D'autres emploient une combinaison de plusieurs sources comme le bois, le pétrole, le charbon naturel ou de bois et même les détritus, etc. L'électricité est généralement évaluée en kilowattheure kWh, qui est l'équivalent d'une tonne métrique de bois brûlé par heure. Apparemment, Haïti dispose actuellement de moins de 100 kWh d'électricité par habitant, un taux de consommation qui est l'un des plus faibles du monde. Par comparaison, l'Américain consomme près de 12 000 kWh et le Dominicain plus de 1600, soit 16 fois plus que l'Haïtien. Les maigres kilowatts d'électricité produits en Haïti sont utilisés surtout par le secteur commercial, industriel et une minorité urbaine. La grande majorité des habitants, en milieu rural surtout, où plus de 8 millions d'Haïtiens n'ont pas d'accès à cette précieuse commodité. Cette situation ne peut pas continuer si le pays entier et tous ses habitants doivent être intégrés dans le processus de développement. Il est donc impératif pour Haïti d'augmenter massivement sa production d'électricité, de sorte que la majorité des maisons des villes et des campagnes en ait accès. Par ailleurs, les demandes du secteur agricole, irrigation, production d'engrais, conservation des produits alimentaires, etc., et celles du secteur industriel, production de sucre et de ciment, manufacture, etc., et du commerce, etc.,
serait satisfaite. Il faut ajouter que la disponibilité du courant électrique 1. Aiderait énormément le processus de décentralisation de Port-au-Prince en stimulant la création de plusieurs autres zones d'activité économique. 2. Attirerait industrie, commerce, cadres formés et investisseurs vers d'autres villes et localités du pays. 3. Contribuerait énormément à la revitalisation de l'industrie touristique. 4. Faciliterait la tâche d'alphabétisation et d'éducation de la majorité des gens du pays et l'établissement national de centres de santé et de formation. Estimation des besoins en électricité d'Haïti. La consommation électrique moyenne annuelle du monde, per capita, est estimée à 4000 kWh kWh et celle d'Haïti à moins de 100 kWh. Pour atteindre la moyenne mondiale, Haïti doit produire au moins 2000 MW MW. Les coûts d'installation d'une telle capacité ne sont pas à sa portée vu la faiblesse actuelle de son économie. Elle peut cependant se fixer des objectifs plus modestes, produire entre 500 et 800 MW dans le cadre d'un projet de relance de son économie. Avec cette capacité, un réseau national, qui couvrira le pays entier, peut être établi. La construction d'une centrale thermique de grande puissance capable de générer ces 800 MW s'étalera, à peu près, sur une période de 5 à 6 ans. Il faut noter cependant que Haïti peut commencer à bénéficier de cette électricité avant même la fin de cette période d'installation, puisque la centrale sera constituée de plusieurs unités, turbines, virtuellement indépendantes. L'installation de cette centrale coûterait entre 500 et 800 millions de dollars. Ce serait de l'argent bien investi. Le paiement peut être échelonné sur 10 ou 15 ans. Haïti obtiendra cet argent en imposant une faible taxe de 1 à 2% sur les envois de fonds des Haïtiens vivant à l'étranger, envois estimés à plus de 3 milliards de dollars par an actuellement, ce qui procurerait entre 30 et 60 millions l'an. Nombreux sont ces Haïtiens, patriotes et nationalistes, qui accepteraient volontiers ce sacrifice si cela aiderait à sortir leur pays de son pétrin actuel. Haïti pourrait aussi compter sur l'aide internationale dans le cadre du concept de développement durable et de la réhabilitation de son environnement. En tout cas, puisque l'État haïtien est le garant du droit de tous à une vie décente, c'est donc son devoir de créer ou d'aider à créer, et cela par tous les moyens possibles, les infrastructures qui permettront aux citoyens de poursuivre et d'atteindre cette vie décente. Il doit effectuer certains investissements initiaux aux fins d'augmenter la capacité électrique du pays. Si les Haïtiens peuvent avoir accès à une bonne fraction de ces 800 MW, cela contribuerait énormément à l'amélioration de leurs conditions de vie et les stimulerait vers la création d'autres ressources vitales pour eux-mêmes et pour le pays. La longue marche vers le développement doit commencer par ce premier pas. Une fois de plus, mon ami, tu as mis en lumière une réalité frappante. La consommation moyenne mondiale d'électricité est d'environ 4000 kWh par habitant, tandis qu'Haïti accuse un retard dramatique avec une consommation de moins de 100 kWh. Cela souligne l'urgence d'une amélioration. Tu as mentionné que le coût projeté de l'installation de cette centrale se situe entre 500 millions et 800 millions de dollars. Un tel investissement peut générer des retours substantiels avec des paiements répartis sur 10 à 15 ans. Tu as proposé un plan convaincant pour financer cet investissement en mettant en œuvre une taxe modeste de 1% à 2% sur les envois de fonds des Haïtiens vivant à l'étranger, qui dépassent actuellement 3 milliards de dollars par an. Cette taxe pourrait générer entre 30 millions et 60 millions de dollars par an, un montant que de nombreux Haïtiens patriotes seraient prêts à contribuer pour aider notre pays à surmonter ses défis actuels. Cependant, nous devons rester prudents. Comme l'indique un rapport de la Banque centrale de septembre 2018, Haïti impose une taxe de 1,50 $ sur tous les transferts à l'intérieur et à l'extérieur du pays depuis 2011. Ces revenus étaient initialement destinés au Fonds national pour l'éducation, mais un procès a révélé qu'ils avaient été détournés au profit de fonctionnaires corrompus.
Les citoyens haïtiens doivent rester vigilants et s'informer de manière approfondie sur les candidats qu'ils soutiennent. Leur avenir dépend de ces choix. Nous avons déjà exploré ces questions critiques, n'est-ce pas, Gigi? Tu as raison. Nous avons abordé ces questions dans les épisodes 21 et 22. Nous avons exhorté les citoyens d'Haïti à prendre le vote au sérieux et à élire des leaders forts qui priorisent la souveraineté du pays, capables de gouverner efficacement à l'intérieur des frontières d'Haïti sans ingérence extérieure. Bien que le concept présenté par l'ingénieur Michel Legagneur soit prometteur, comme l'a mentionné le Dr J, si les dirigeants échouent à placer Haïti en priorité, nos bonnes intentions ne conduiront pas à des résultats positifs. Pour combattre la corruption et l'insécurité en Haïti, il est nécessaire de prendre des mesures audacieuses et complètes dans plusieurs secteurs. En établissant un cadre de gouvernance transparent, en autonomisant les communautés locales, en favorisant la collaboration internationale, en investissant dans la sécurité et en réformant le système judiciaire, Haïti peut poser les bases d'un changement significatif et durable. Avec détermination et réforme, un avenir meilleur pour Haïti est possible. Applaudissons chaleureusement Michel Legagneur, notre brillant ingénieur, pour son travail exceptionnel. C'est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Abonnez-vous et partagez notre podcast avec vos proches. D'ici là, restez jeunes, bénis et en bonne santé. À la prochaine et gardez 29 ans pour toujours. Forever 29.